invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier, à nos côtés, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Régis Béguet de nous accompagner également. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Associé gérant chez Lazare Frères Gestion. À nos côtés enfin Thierry Guil. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le président de Raymond James France. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on aborde cette semaine clé pour les investisseurs, Sophie? Je le disais, semaine clé avec les discours de banquiers centraux qui doivent permettre de valider ou reconsidérer peut-être les anticipations que le marché a pu avoir ces derniers jours et ces dernières semaines. Bon, on aborde ça avec un petit peu plus de sérénité. C'est vrai que la bonne surprise de l'année 2023, c'était la désinflation. Et qui n'a eu de cesse de s'accélérer sur les dernières publications. Donc c'est un facteur qui est plus favorable aujourd'hui pour les actifs risqués parce que la baisse de la volatilité obligataire facilite l'investissement, aussi bien en actions qu'en obligations, etc. Donc c'est un contexte qui est aujourd'hui un petit peu plus favorable. Du point de vue des banques centrales, effectivement, il va peut-être y avoir des mots pour calmer un petit peu l'enthousiasme. Il est un peu dit que les investisseurs se sont un petit peu emballés, comme toujours. C'est ce sur quoi on spécule aujourd'hui. Oui. Voilà. Mais après, je pense qu'au-delà de ces aspects de volatilité court terme, il y a un facteur favorable qui s'est effectivement enclenché. Donc on est dans cette phase d'ajustement, de trouver un prix d'équilibre un petit peu plus logique, un peu plus juste sur les taux. Après, quand on considère notamment les taux américains, la détente obligataire qu'on a observée ces dernières semaines a fait passer les taux réels de 2,5 à 2, ce qui reste un régime de taux très très élevé par rapport à la décennie précédente et ce qui nous laisse en tout cas proche du régime obligataire de taux réels qu'on avait au début des années 2000 et jusqu'à la moitié des années 2000. Donc on est sur des niveaux entre guillemets qui restent relativement confortables en termes de taux réels. Et la détente des taux réels est inférieure à la détente des taux nominaux parce que les anticipations d'inflation ont beaucoup baissé. Ouais. Donc c'est un environnement qui permet de concevoir l'allocation d'actifs de façon un petit peu plus sereine. On retrouve les trois piliers, c'est-à-dire que pendant pratiquement 2 ans, on n'a pas pu acheter d'obligations pour équilibrer les portefeuilles. Là, on se retrouve à pouvoir combiner des actions pour lesquelles les perspectives restent finalement assez correctes, des obligations pour diversifier le risque et puis un monétaire qui rémunère davantage qu'avant. Donc si je devais synthétiser, je dirais plus sereinement qu'il y a encore 2 mois. Alors, s'il reste encore la question du tempo, du timing, du calendrier des baisses de taux, vous dites, sur le sens du voyage, le marché n'a pas tort. Exactement. Et les paroles des banques centrales cette semaine ne remettront pas en cause le sens du voyage qui a été pris par les marchés ces dernières semaines. Exactement. C'est ça. Je double check. C'est ça. Non, oui, tout à fait. À ce jour, il n'y a pas de raison pour que soient remises en question ces perspectives. Bon, qu'est-ce que vous attendez de ces communications importantes, toujours évidemment, Régis, sachant quand même que, et c'est un facteur qui est très regardé par les banques centrales, la Fed, ce qu'on appelle les conditions financières. Les conditions financières, ce sont quand même passablement assoupli à travers la baisse des taux, la détente du dollar, le resserrement des spreads de crédit, etc. Tout ça en quelques semaines. Est-ce que ça peut être, à ce stade, pour les banques centrales, dans leur stratégie, est-ce que ça peut être un point ou un caillou dans la chaussure ? Oui, un petit peu, dans la mesure où effectivement il y a eu une hausse corrélative des marchés actions et donc globalement une remontée de l'ensemble de la valeur des actifs qui est quand même ce contre quoi la Fed avait lutté. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu une désinflation qui a été très forte et peut-être beaucoup plus rapide que ce que le marché craignait. On n'est quand même pas au niveau target, puisque l'objectif c'est quand même 2%, on est encore au-dessus de 3%. Alors c'est vrai que la direction a été bonne et a été très forte, mais le niveau n'est pas encore atteint. Quand on voit quand même la force du rapport sur l'emploi qui a été publié vendredi dernier, il n'y a pas de lieu de penser que les banques centrales vont s'assouplir aussi rapidement sans doute que ce que le marché anticipe aujourd'hui. Donc probablement il y aura effectivement matière à déception sur le plan de l'attitude des banques centrales. Alors sur cette semaine, c'est vrai que la probabilité d'un statu quo est très élevée. Il n'y a pas d'énormes surprises à attendre d'ici la fin de l'année 24. Mais progressivement, par rapport à ce qui est dans le marché aujourd'hui, c'est-à-dire 2 baisses de taux
premier semestre de l'année prochaine, c'est probablement pas ce qui va se produire au vu des résultats économiques que nous avons, à la fois, encore une fois, marché de l'emploi aux États-Unis et puis même en Europe. Le marché de l'emploi s'est pas détérioré dans si grande proportion que ça. Non. Et puis niveau des marchés actions, qui sont aussi, on le sait, un soutien quand même inflationniste indirectement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on aura toutes les nouvelles prévisions, projections économiques, projections des niveaux de taux directeurs anticipés par les membres de la Fed, etc. Donc il y aura beaucoup d'arguments, beaucoup d'éléments et de nourriture, effectivement, pour le discours d'un Jérôme Powell mercredi soir. Thierry, sur la Fed spécifiquement, qui nous intéresse en premier lieu, qu'est-ce que vous comprenez de la fonction de réaction effectivement de la Fed dans l'idée de baisse de taux future ? Au-delà du timing, qu'est-ce qui va motiver ? Quel est le schéma macro qui motivera la Fed à baisser ses taux ? Où est-ce que le consensus peut se former ? Est-ce qu'on parle juste de recalibrer la politique monétaire par rapport à des niveaux d'inflation qui seraient devenus beaucoup plus confortables en 2024 ? Ou est-ce qu'on est dans une stratégie plus prudente qui pousserait les banquiers centraux peut-être à attendre un véritable atterrissage peut-être moins doux que prévu de l'économie américaine avant d'enclencher un cycle de baisse de taux qui serait vu comme un besoin d'accommodation? C'est compliqué de répondre à cette question. Je dirais globalement... Mais c'est deux histoires différentes, j'ai l'impression quand même pour les marchés. La clé pour nous, pour la Fed, en tout cas chez Raymond James, elle se fera au travers du prisme de la lecture de l'emploi. Ça a été évoqué à l'instant. Et du côté de l'emploi, c'est vrai que le chiffre de vendredi est venu jeter un léger trouble. Parce que ça fait suite à pas mal d'indices macro qui ont été ces dernières semaines plutôt assez mous. Et a priori, le marché n'en a eu cure parce que le marché action, en tout cas, a continué à payer vendredi. Donc ça sera intéressant de savoir si Powell en fait état mercredi soir ou non. La suite des événements, pour nous, elle est plutôt dans une logique de poursuite de la désinflation. On s'achemine en fait vraiment vers pour nous, en tout cas, dans notre scénario, vers une décélération économique. On n'est pas dans le scénario soft landing, on est dans un scénario de récession modérée. On le dit depuis déjà de nombreux mois, et les éléments récents vont dans ce sens-là. La bonne nouvelle, c'est que quand vous faites la lecture de l'inflation, on a un peu ce paradoxe qui est que sur les activités de services, qui représentent pratiquement 80% des chiffres en fait, du PIB américain, la décélération est assez sensible. On est sur des niveaux de 3,6, on était à plus de 6 il y a un an et demi. Ce qui est assez bizarre, c'est de voir cette remontée qu'on a au niveau des salaires, par exemple, dans la composante industrielle. Alors, est-ce que ça s'explique par le programme de Biden ? Ça restera à définir. La lecture de Powell fera ce qu'ont fait tous les présidents des banques centrales, c'est-à-dire globalement nous envoyer un message qui ne sera pas toujours très simple à déchiffrer. Ils vont rester, à mon avis, sur un discours assez ferme. Dans le fait de lutter contre l'inflation. Mais hors de question, d'adouber les anticipations de marché telles qu'elles se sont formées ces derniers jours. Je ne pense pas qu'ils vont aller dans ce sens-là. C'est pas en tout cas c'est pas notre schéma en tout cas. Ouais. Et vous dites c'est encore le facteur emploi qui reste le facteur le plus important pour la détermination de la politique monétaire. Il y a le risque que la Fed attende une vraie dégradation de l'emploi pour être suffisamment certaine que l'inflation est bien derrière nous et que ça n'est qu'à ce moment-là. Parce que quand on voit les stratégies, je sais que vous les suivez, Citi, Barclays nous disent, je crois, c'est 2 baisses de taux peut-être au mieux en 2024. Et de l'autre côté du spectre, on a UBS qui nous dit ce sera 275 points de baisse de taux. Donc on voit quand même une dispersion énorme dans les attentes pour 2024 de ce point de vue-là. Oui, il faut toujours être très réservé sur les anticipations et les stratégies. Je vous rappelle qu'en décembre de l'année dernière, les gens voyaient un indice boursier américain qui allait perdre 18%, on est à plus 18%. Les gens voyaient une forte baisse en début d'année sur des considérations de récession, on n'en a pas eu. Donc je reste très prudent par rapport à ça. La Fed va suivre le mouvement. Je pense que le chômage, c'est un des paramètres que va prendre la Fed. On sait que la Fed s'accommoderait très bien à taux de chômage à 4,2, 4,3. Et s'ils arrivent de manière concomitante à ramener l'inflation sous un niveau de 3, vous êtes actuellement, il y a plein de lectures de l'inflation, corps, pas corps, CPI, PCE, etc. Mais aujourd'hui, la décélération était quand même très sensible. Ça a été évoqué avant depuis maintenant une durée d'un an. Grimper les 100 derniers mètres de l'Himalaya, c'est toujours plus compliqué. Donc passer de 3 à 2, ça va être compliqué. Mais
on a bon espoir qu'on va aller dans ce sens-là. Tout notre scénario, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour nous, chez nous, sur 2024, c'est justement une décélération plus forte qu'on ne peut l'imaginer de l'inflation, qui va sous-tendre un re-rating des marchés, mais avec un effet négatif de l'autre côté, c'est les perspectives de croissance des profits. On en parlera peut-être tout à l'heure. D'accord. Donc il y aura un jeu d'équilibre entre la revalorisation des marchés actions et des perspectives bénéficiaires qui seront plus négatives que ce qu'on anticipe aujourd'hui. Oui. D'accord. Ouais. En tout cas. Oui, non, mais on y reviendra avec plaisir. Juste encore les questions banque centrale. Entre la BCE et la Fed, est-ce que la BCE trouvera des arguments, selon vous, plus rapidement que la Fed, peut-être, pour intervenir à la baisse sur ces taux directeurs? Il y a la théorie et la pratique, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, le débat entre atterrissage dur et... entre atterrissage dur, soft landing, etc., il n'est pas tranché. En Europe, c'est déjà tranché. On a atterri. Hein. Donc, là, ça y est. T4, c'est peut-être le bas du cycle en Europe. Alors, est-ce que c'est le bas du cycle? Je ne peux pas l'affirmer vraiment, mais enfin, en tout cas, on est plus proche que les États-Unis. Exactement. On a été plus vite, entre guillemets, dans cette phase de ralentissement. Aujourd'hui, l'activité à peu près stabilisée au niveau de l'eau en Europe. Et donc, du coup, le débat n'est pas le même. Hein. La position de la BCE n'est pas la même que la position de la Fed. La Fed a encore cette crainte d'une réaccélération de l'activité avec toujours la question de l'emploi a été mentionnée, des risques de surchauffe du côté de l'emploi. Bon, c'est pas complètement tranché, alors qu'en Europe, c'est tranché. Donc maintenant, la BCE est dans cette position, et d'ailleurs Isabelle Schnabel l'a bien explicité, vous le mettiez en avant. On est plutôt dans la phase où effectivement, si la configuration change, on change. C'est ce qu'a communiqué la BCE. Donc la BCE va s'adapter à l'évolution de cet environnement. Si on reste en l'état, progressivement, elle va pouvoir discuter d'éventuelles baisses de taux. Et si ça ralentit davantage, elle sera proactive. Elle répondra de façon proactive à ce ralentissement. Indépendamment du cycle de la Réserve fédérale américaine. Il est possible qu'effectivement elle agisse avant la Réserve fédérale. Parce qu'en fait, c'est tout simplement parce qu'on est désynchronisé. On a effectivement le ralentissement s'est opéré de façon plus rapide en Europe à cause d'enjeux qui sont d'une autre nature. On connaît bien les problèmes de l'énergie. Enfin, il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte en Europe qui n'ont pas pénalisé les États-Unis. Une BCE pragmatique au point d'entamer peut-être les baisses de taux avant la Réserve fédérale américaine, ou en tout cas pas prendre de retard historique par rapport au cycle de la Fed? Il est possible qu'elle la devance un peu, mais moi je ne pense pas qu'elle puisse s'en désolidariser. Non, ça fait partie des contraintes. Complètement, à cause encore une fois de l'ajustement par la devise qui serait trop fort. Donc je ne pense pas que les deux banques centrales puissent suivre des routes complètement différentes. Il est vrai, en revanche, que la situation européenne n'est pas la situation américaine, qu'on a ralenti pas seulement sur l'inflation, mais plus sur la croissance économique beaucoup plus rapidement qu'aux États-Unis, de manière un peu plus difficile, avec notamment l'Allemagne qui a tiré l'Europe vers le bas, avec la problématique énergétique qui a été en Europe non pas un facteur inflationniste, mais un facteur récessionniste, et l'exposition de l'Allemagne à l'économie chinoise, qui a été effectivement un problème et qui continue de peser sur la croissance économique européenne. Donc une Europe qui est dans une situation bien moins favorable que les États-Unis, et par conséquent une politique qui pourrait devenir plus souple plus rapidement, mais encore une fois, pas dans des proportions considérables. Peut-être qu'on aura 50 BP d'avance sur les États-Unis, mais je ne nous vois pas nous éloigner. D'autant que Madame Lagarde, qui à la base n'était pas une technicienne du sujet, a finalement réussi à obtenir un consensus au sein de la Banque Centrale Européenne. C'est quand on sent que les discussions sont moins vives et moins animées que du temps des taux négatifs et de Draghi, etc. Et je ne pense pas qu'elle soit... Et elle a finalement réussi, elle est parvenue à sortir de cette forme de piège qu'étaient les taux négatifs. Et je ne pense pas qu'elle soit très très pressée d'y retourner.
D'autant que, on va peut-être l'évoquer, effectivement, on il y a a un aussi... peu de marge pour revenir au taux négatif, Oui, maintenant qu'on est à 400 points de base, le taux de dépôt. Oui, mais bon, Bah oui. après, une fois que le chemin est entamé, d'autant que sur le plan de la crise des dettes souveraines en Europe, on n'est plus du tout dans la situation dans laquelle on ça aussi, quand même, il y a une dizaine des d'années. grandes Ça a révélations été, de 2023. Non seulement les chose spreads ne se sont pas d'incroyable. écartés, mais ils se sont plutôt resserrés. Quand resserrés. on regarde les métriques des pays périphériques, autrefois dit les PIGS, on voit quand même des métriques en termes de croissance, en termes d'efforts budgétaires qui continuent d'être meilleurs que beaucoup de pays du cœur ou du semi-cœur de l'Europe. Se dire qu'aujourd'hui, le 10 ans, le rendement du 10 ans grec est 3,4%, là où le 10 ans anglais est de 4%. Donc il y a un rendement, donc une prime de risque sur l'Angleterre qui est de 60 points de base supérieure à celle de la Grèce. C'est quand même une pirouette et une ironie de l'histoire qui est assez extraordinaire. La Grèce est restée dans l'Europe, dans la zone euro. Elle est redevenue investment grade aux yeux de plusieurs agences de notation, d'ailleurs, au cours de cette année 2023. Pour reprendre l'idée de la récession modérée que vous voyez intervenir aux États-Unis l'an prochain, chez Raymond James, Thierry, quelle est la mécanique qui conduit à ce scénario? Comment est-ce que vous voyez les choses effectivement se développer? Partant encore une fois, alors on est au cœur du 4e trimestre, mais partant encore une fois d'un chiffre au Q3 en termes de croissance réelle et nominale qui reste spectaculaire pour l'histoire. La lecture du PIB, c'est toujours une lecture un petit peu passée plus qu'à venir. L'élément essentiel qui nous conduit à cette décélération économique, on a fait un travail qui était notre stratégiste a fait un travail assez intéressant il y a déjà plus d'1 an. C'était essayer de voir quels étaient finalement les indicateurs économiques qui nous donnaient une lecture un petit peu sur les indices boursiers. Voilà. Quels sont les bons indicateurs à regarder? Il y en a un qui est assez important, c'est l'indice composite des principaux indicateurs américains. Ça fait 8 mois qu'il baisse. Et lorsque vous avez ce genre de schéma qui est en place, vous ne pouvez pas échapper à un moment donné à une décélération sensible. Alors, notre stratégiste appelle ça une mild recession. J'essaie de me faire expliquer ce que signifie ce terme, parce que c'est un petit peu un terme fourre-tout. Et en fait, ça sous-entend une croissance PIB entre 0 et 1%, donc une décélération assez sensible de ce qu'on a vécu. Après, il faut retraiter dans la lecture du PIB, il faut traiter ça en fonction des ventes finales, les variations de stock, les exports. Mais pour nous, c'est l'argument, c'est le postulat sur 2024. Et c'est un cran en dessous du soft landing, en tout cas de ce que le marché prévoit comme étant un soft landing. Depuis le retour des vacances d'été, il y a eu une espèce de consensus de tout le monde de vouloir aller sur un soft landing. Ça n'a jamais été le nôtre. Peut-être qu'on sera amené à infléchir notre position, mais pour l'instant, notre lecture des 4 derniers mois, c'est vraiment la plupart des indicateurs économiques vont tous dans le même sens. Certains, parfois, laissent à penser, comme le chiffre de l'emploi vendredi, on aura plutôt un scénario de soft landing. D'ailleurs, c'est un chiffre parfait pour les partisans, mais on pense qu'il y a d'autres chiffres macro qui ne vont pas dans ce sens-là, dont l'indice composite des principaux indicateurs, dont les spreads de crédit. Il y en a un certain nombre. Et c'est cette logique-là qui, pour nous, prévaut sur notre choix de 2024 et qui sous-tend que, on en parlera peut-être après, dans les investissements equity, il y a peut-être une bascule qui se fera sur les thématiques d'investissement sur 24 par rapport à ce qu'il y a eu en 23. Non, mais si, allons-y. Dans l'idée de ce scénario, c'est-à-dire on raterait le soft landing parfait, et je crois qu'il faut avoir forcément être ouvert à cette possibilité. Le soft landing, c'est une idée un peu chimérique aujourd'hui. Dans l'idée de cette récession modérée, qu'est-ce que ça implique pour les indices boursiers américains, les indices en tant que tels, et la dynamique de marché derrière? Alors, j'ai coutume de dire que dans ce métier, les exercices les plus stupides consistent à vouloir avoir un objectif d'indice. Parce que ça veut dire que vous répondiez à 2 questions, les profits et le PE. Donc, et j'ai un de mes confrères, que je ne citerai pas, mais qui a exactement le même objectif que nous, mais sur un postulat très différent. Ah oui. En gros, sur l'indice Standard & Poor's, que tout le monde regarde, cette maison a un objectif de profit à $237, mais avec un PE de 18. Nous, on a un objectif beaucoup plus faible. On a une croissance des profits attendue quasiment atone pour 2024 sur les US, quasiment inchangée par rapport à cette année, mais avec un PE beaucoup plus élevé, qui est concomitant avec notre scénario de baisse de taux. Voilà un peu quel est le schéma. Une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce qu'on fait? La vraie question, c'est que je pense qu'on est encore... On est plus que jamais dans un marché de stock picking. Et je le répète depuis de nombreux mois, on fait toujours du stock picking sur les marchés actions, mais la seule période à laquelle on peut se référer, c'est ce qu'on a connu dans les années
70 quand on a une inflation forte. Et la seule manière d'appréhender le marché, c'est très compliqué de le gérer en directionnel, ce qu'on a fait pendant des années, pour ne pas dire des décennies, ou de le jouer sur des thématiques d'investissement. C'est beaucoup plus compliqué. La lecture du marché, les mécanismes des réactions sont beaucoup plus complexes. Et c'est pour ça qu'on en revient à l'essence même du marché. En tout cas, je parle de la classe d'actifs que je connais, l'equity. Donc, c'est pas tant l'indice qu'il va falloir regarder pour vous en 24, mais c'est plutôt effectivement dans l'indice, dans les secteurs et au sein des secteurs Oui, et pour finir rapidement, un des thèmes qui intéresse beaucoup de gens cette fin d'année ou en début d'année prochaine, c'est un retour ou non de l'univers des small cap ou des mid cap, au moins en relatif par rapport au large cap sur les US. Ouais. Et vous y croyez ? Oui. Ouais. On développe alors. Sur les actions, Régis, qu'est-ce qui va faire la dynamique action, alors performance, négative ou positive pour l'an prochain? Est-ce que c'est avant tout le re-rating, l'idée de la revalorisation, de l'expansion des multiples? Ou est-ce que le momentum bénéficiaire, les bénéfices, participeront également à la dynamique des marchés actions? Je serais un peu moins optimiste, même en cas, dans l'hypothèse d'une récession et d'une baisse des résultats ou d'une stabilisation des résultats. Je serais vraiment très surpris que ce soit compensé par une inflation des multiples, par une hausse des multiples corrélative à liée aux baisses de taux, parce que ça ne s'est pas produit. Une accommodation de la Fed suffirait pas au marché action à tenir, historiquement, ça ne vous s'est jamais produit comme ça, parce que l'inquiétude dans cette configuration, en tout cas au début, l'inquiétude prévaut sur l'effet de baisse des taux. Pourquoi ? Parce que le marché, il a toujours tendance à prolonger les conditions actuelles. Donc si vous êtes dans une configuration de dégradation de la conjoncture et donc de révision en baisse, vous pensez non seulement que les profits de 2024 vont être en baisse par rapport à ceux de 2023, mais vous commencez à penser que 2025 va être aussi en baisse, et ainsi de suite. Et en fait, même si, encore une fois, un analyste a plutôt tendance, d'une manière générale, à anticiper des hausses de profit, quand il arrive à basculer dans la configuration inverse, c'est-à-dire qu'il s'attend à une baisse des résultats, il est très difficile d'anticiper cette fois-ci à T+2 un rebond. Et donc, dans une phase de révision en baisse des résultats, même si vous avez une baisse des taux corrélative, ça ne peut pas provoquer une inflation de multiples, à mon avis. Et d'ailleurs, de manière très surprenante, et à l'inverse, c'est ce qu'on a vu cette année au premier semestre. Et c'est pour ça que le marché a été surprenant cette année. C'est parce qu'on anticipait qu'il n'y ait pas de révision en hausse, et on a eu en revanche une forte hausse des taux avant la décrue récente. On a eu une forte hausse des taux et une forte hausse du marché action. Pourquoi ? Parce que, à l'inverse de ce que le marché attendait, c'est-à-dire des révisions en baisse, on n'avait pas ces révisions en baisse. Et donc, en l'absence de mauvaises nouvelles, c'est que c'était des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, ça entraînait les hausses de taux. Les hausses de taux entraînaient la hausse du marché. Et donc, vous aviez à la fois hausse de taux et hausse des multiples actions. Ça a marché jusqu'à cet été. Et ensuite, effectivement, vous avez détente sur les taux et hausse du marché action dans un premier temps grâce à la détente des taux, c'est vrai, inflation de multiples. Mais ensuite, si on rentre dans une dynamique de révision en baisse, la baisse des taux ne suffira pas, d'autant qu'on en a déjà eu une partie de la baisse des taux. On a déjà eu une partie de l'effet positif, à mon avis. Thierry, oui, ça peut créer quand même un aléa. L'idée que d'une récession, l'inquiétude d'une récession peut l'emporter dans un premier temps avant que la Fed accommode et que le marché puisse envisager des valorisations supérieures. Oui, là où peut-être, j'écoutais ce que vous disiez, là on peut peut-être se retrouver, et c'est en fait quand on parle de la valorisation du marché, il faut vraiment distinguer deux choses. Si on parle de l'indice américain, je pense que vous pensez à l'indice Standard & Poor's 500, c'est vraiment un animal à part en 2023, parce que le poids des 10 valeurs a été tellement... Quand vous regardez le reste de la cote, les valorisations sont très basses. Vous êtes sur des PE, sur le S&P Equal Weight ou ce genre d'indice, vous êtes sur des PE de 12 à 14. D'ailleurs, qui ont amorcé un rebond. Après, évidemment, chacun aura son analyse. L'augmentation de PE aujourd'hui sur le marché américain, c'est du PE qui tourne aux alentours de 18-19. Pour nous, on peut aller chercher des niveaux de 21 ou 22. Quand je parlais des profits, en fait, je considère que des maisons, tout le monde connaît FactSet, qui souvent est cité en référence, sont des gens qui sont
obstinément optimiste, tout le temps, mais tout le temps. Et en fait, c'est pratiquement un C'est la nature contradiction. du marché. Hein. Oui, Le oui. monde est long action et les actions je ne critique montent la pas. plupart du temps. Hein. Mais je pense qu'il va falloir revoir Ouais. les profits à la baisse, et c'est dans cette logique-là où je pense qu'on aura une hausse moins forte, en aucun cas de baisse par contre, sur 24. Ça Pour serait- les bénéfices américains. C'est entre 2 et 5% de hausse pour nous. D'accord. Sophie, sur le marché action et la question de se diversifier ou non, hein, en un mot, c'est ce que rappelait Thierry, c'est vrai que plus on s'éloignait des 7 magnifiques, alors je sais pas, pareil, du groupe de valeurs européens associés, du ASML, du Novo Nordisk, Granola. etc. Voilà, les granolas, comme je les appelais, c'était Goldman. Hein. Ouais. Plus on s'éloignait de ce groupe, moins on était récompensé pour la prise de risque. Est-ce qu'on peut avoir l'idée d'un schéma un peu différent pour 24 ? Non, effectivement, on peut imaginer un changement de leadership. De toute façon, les années se répètent jamais vraiment. Hein. C'est rare d'avoir des tendances qui se répètent. L'année 2022 était... Oui. Et je crois que les Magnificent Seven, c'était... Moins 40, je sais pas, je dis oui, donc, voilà. Bon. de mémoire. Hein, Bref, donc c'est un peu le miroir inversé de ce qu'on a eu cette année. Le changement de leadership, il va venir du fait qu'on a une normalisation du marché obligataire. Donc on n'est plus dans ce vent contraire continu de mouvements de tension, puis détente, puis tension. On a une possibilité maintenant de voir un marché obligataire qui tend à se normaliser, qui sera moins un vecteur de volatilité sur les marchés actions. Partant de là, on peut vraiment avoir, alors après en fonction du scénario, je pense que un scénario de mini-récession aux États-Unis, pas très différent d'un scénario de soft landing pour les marchés. En fait, c'est à peu près la même chose. Mais la grande question, c'est je suis d'accord, c'est-à-dire que quand on commence à anticiper le ralentissement, malheureusement, le marché ne on s'arrête prolonge. pas. Oui, parce bien qu'en sûr. fait, toutes Oui, les oui. baisses de 10 ont Il commencé faut un par des court-circuit, baisses... il faut un backstop. Toutes les baisses de 10 ont commencé par des baisses de 2, donc voilà. Donc du coup, on est forcément pris dans ce schéma-là. Donc on peut avoir, bien entendu, à tout moment, sur une activité qui ralentirait un petit peu plus fort aux États-Unis, un emballement. Et on peut se faire peur. Non, mais voilà, partant d'un scénario qui est pricé pour la perfection, on a de la place pour se faire peur à un moment. Hein. Mais quand même, il y a quand même des facteurs qui sont intéressants, notamment sur l'Europe. Alors, on parle de diversification. L'Europe, personne n'en attend rien. On a atterri, personne n'en attend rien, etc. Or, on n'est pas loin d'avoir un bottom manufacturier en Europe. La période de déstockage extrêmement forte est en train de se terminer. Le pouvoir d'achat des ménages, aussi difficile à croire que ça puisse être quand on est en France, les salaires réels remontent. Mais oui. En Europe. Les taux qui commencent eux-mêmes à refluer. Hein. On a fait un pic, je pense, sur l'OAT à 3,30 et là on est à 2,80 ou 3,60. Mais enfin bon, on a déjà pas mal reflué. Donc cette phase de tension extrême, c'est-à-dire très très désagréable, de tension obligataire, puis de ralentissement activité, etc., on est un peu en train d'arriver au bout de ça. Alors ça veut dire, vous mentionniez effectivement la question des small mid-cap. Peut-être qu'on va revenir effectivement, en tout cas nous, c'est une des hypothèses qu'on émet, on va revenir réexplorer des pans de la cote qui ont été boudés, qui aujourd'hui présentent effectivement des valorisations attractives, même si la visibilité macro n'est pas exceptionnelle. Aussi pour des questions de valo. Quand on voit le monde du private equity qui est toujours finalement extrêmement dynamique, qui rachète ci, qui rachète ça à 40% de prime, ça dit quelque chose quand même. Ça dit que dans le monde coté aujourd'hui, alors ça dit que le private equity est cher, mais à l'inverse, il y a une décote de liquidité. Quoi. Voilà. Mais à l'inverse, ça dit que le monde coté est aujourd'hui finalement assez peu cher. Ouais. Et tout le monde parle des niveaux un peu records des indices, mais dans le même temps, les résultats ont continué à progresser. En fait, les valos se sont dégonflés. Donc, il y a très potentiellement des changements de leadership en 2024 qui vont être intéressants. Il y aura pas mal de mouvements. Quelque chose qui nous a interpellés, c'est de voir le rapport entre les cycliques et les défensives. Contre toute attente, les cycliques ont fait un parcours fantastique, hein, même sortis des Magnificent Seven, enfin des Magnifiques 7 ou même des granolas. Et du coup, aujourd'hui, les défensives sont moins chères que les cycliques, ce qui est inhabituel. Pharma, type de secteur, c'est ça. Les consumer services aux collectivités, les pharma, les alors elles se sont pris de plein fouet la désinflation, mais quand même, il y a des choses, il y a pas mal de choses qui ont bougé, et donc il y a de la place pour des changements de leadership. Concentration aiguë en 2023,
élargissement, déconcentration possible en 2024, Régis ? Oui, il y aurait une logique à ça, parce qu'il y a une ultra-polarisation des marchés sur quelques valeurs. On a cité cette magnifique aux États-Unis. C'est vrai qu'en Europe, la moitié de la hausse du marché... Donc c'est ASML, Novo Nordisk, les stars de l'Eurostock 50. C'est 45% de la perte de l'Eurostock 50. Se font pratiquement la moitié de la performance. C'est pas, même s'il y a des qualités intrinsèques très fortes pour ces boîtes changent le monde, comme je dis à chaque fois. Non, mais sérieusement. Alors ASML, oui, plutôt soutient le monde. Mais ça fait longtemps qu'elle change le monde. Les boîtes ne sont pas là par hasard. Et puis, non, bien sûr. Et puis Novo Nordisk a effectivement est assis sur un tas d'or qui se partage avec Eli Lilly quand même aux États-Unis. Mais voilà, mais ça n'est pas le monde entier quand même. Et il se passe plein d'autres choses très intéressantes ailleurs. Rien qu'aujourd'hui, si vous prenez la pharma, il y a 3 résultats cliniques dans le myélome, dans les maladies rares du rein. Mais l'environnement de marché permettra de considérer d'autres pans du marché que ceux qui ont été... Il y aurait une logique à ça. Alors je ne sais pas si ça se produira, mais il y aurait une logique à ce que ça se produise. Je dis je ne sais pas si ça se produira parce que je ne sais pas très bien pourquoi ça s'est produit et pourquoi le marché s'est concentré à ce point sur un si petit nombre de valeurs. Peut-être parce qu'il y a plus de particuliers, en particulier aux États-Unis, qui sont actifs. Peut-être qu'on est encore dans un effet d'excès d'épargne du Covid qui se poursuit. Je ne suis pas sûr d'être capable de l'expliquer, notamment pour certaines valeurs, parce qu'il y a des valeurs qui ont bénéficié d'une dynamique particulière sur un thème, sur le thème du moment, donc l'intelligence artificielle ou l'obésité. Si vous prenez ces 2 grands thèmes, ça a été 2 thèmes qui ont attiré les projecteurs, qui ont attiré l'attention, etc. Mais dans les 7 magnifiques, il y a aussi des valeurs qui n'ont pas spécialement profité, qui n'ont pas spécialement surfé sur ces thèmes, comme Apple, par exemple, sur lequel il ne se passe pas grand-chose en réalité, et qui ont quand même été aspirés à l'inverse. Donc c'est un peu curieux. 150 milliards de cash placé à 4 ou 5%, c'est 1,5 milliard de résultats automatiques au moins tous les trimestres. Bah oui, mais c'est ça être cash rich. Mais par rapport à 3 000 milliards de dollars de capitalisation, ça fait pas beaucoup d'argent. Donc voilà, mais en tout cas, il y aurait une logique à ce que les marchés s'ouvrent un peu, et effectivement, ça va jusqu'aux small cap qui ont été aussi beaucoup oubliés, alors qu'ils avaient pris de l'avance. On est aussi dans une phase sur les small cap, dans une phase de régulation. Il y a 5 ans, il y avait une prime sur les small cap qui était très ça élevée. fait 5 ans qu'il n'y en a plus quand même. Et ça fait déjà 5 ans qu'on est dans la décrue. Mais il y a vraiment un proverbe boursier qui est très juste, c'est on sous-estime toujours l'ampleur des mouvements, et les corrections comme les appréciations sont des mouvements très très lents et très très longs. Mais il y aurait une logique à ce qui s'interrompe effectivement en 2024. Bon, sur les small caps américaines, en l'occurrence, là, quelle est la chance, effectivement, de voir une surperformance de ce compartiment l'an prochain en relatif, dans l'idée d'un jeu relatif des marchés, Thierry ? Alors d'abord, il y a une question de valorisation, c'était mentionné à l'instant. Historiquement, la prime des small caps, c'est 6% par rapport aux autres. Et là, on a depuis plusieurs années, on a une décote de presque 30%. Donc par phénomène de rattrapage. Maintenant, on sait tous qu'en bourse, c'est pas parce que quelque chose est pas cher qu'il faut le faire, et c'est pas parce que quelque chose est très cher qu'il faut l'abandonner. Il n'y a qu'à voir le parcours d'NVIDIA cette année, d'AMD ou d'autres boîtes de tech qui ont fait des parcours merveilleux, qui n'ont cessé de monter. Et ces boîtes, je parle des large caps dans l'univers tech, je mettrais un petit bémol sur Apple parce que je considère que c'est pas une société de tech. Elle fait partie des grosses valeurs. Pour moi, il faut rester sur des sociétés comme NVIDIA, comme Microsoft, ce genre de valeurs. Et c'est pour ça que celles-ci ont vraiment plus payé sur le concept de l'IA. Apple sera peut-être amené à le faire, c'est pas impossible. Ce qui me manque, moi, juste pour vraiment franchir le pas sur l'univers mid et small, c'est les profits. C'est-à-dire que s'il y a une logique à 2023 sur la surperformance des grosses boîtes aux États-Unis, c'est que l'essentiel des profits est venu de ces gros acteurs. Sur les acteurs mid-cap et small-cap, les profits n'étaient pas au rendez-vous. Donc, nous, notre pari sur l'année prochaine, c'est non pas tant, en fait, c'est les Américains appellent ça la barbell approach, c'est vraiment d'avoir un peu des deux. Alors, c'est-à-dire, ne lâchons pas ces grands acteurs qui ont encore un bon potentiel de hausse. Et une des raisons, c'est que les valorisations ne sont pas hyper tendues.
C'est-à-dire que des boîtes comme Nvidia, sur 2024, vous êtes à 25 fois de profit. AMD, vous êtes à 35 fois. Sur des boîtes qui ont des croissances sur une grosse partie de leur activité à plus de 50%, ça ne me choque pas. Par contre, si on est capable d'avoir un retournement à la hausse des profits sur 24, sur cet univers SMID, il y aura en relatif. C'est là où ce thème m'intéresse. Et j'ai toujours tendance à vouloir regarder un peu les graphiques, parce que les graphiques donnent souvent le top départ avant que les... Le signal. Le signal de départ avant que le donnent les fondamentaux. Et on commence à observer, et vous l'avez vu ces dernières semaines, c'est une diverse... Le marché s'élargit en depuis octobre. Et donc vous dites, il ne faut pas attendre le creux du cycle américain ou le creux des profits. C'est peut-être maintenant que ça se joue pour les small caps américaines. Je pense que ça peut se jouer maintenant. Bon, il y a une saisonnalité aux États-Unis qui est toujours très forte. C'est que novembre, décembre, janvier, les small caps, les mid caps surperforment. Et c'est ce qu'on observe depuis le début du mois de novembre, entre autres, mais pas que. Après, il faut transformer l'essai. Donc, si les profits ne sont pas au rendez-vous, on aura les chiffres pas avant mi-janvier, quand on publiera les résultats du Q4. Mais peut-être qu'on aura une fenêtre d'entrée avant cela. Et c'est un peu ce que je serais tenté de vouloir faire sur cette fin d'année. Ouais. Et c'est vrai que le mois d'octobre a été profitable aux small cap, effectivement, et qu'on a vu... aux États-Unis, notamment, un Russell 2000 faire mieux parfois que les indices de grande valeur américaine. Sur les small cap, il y a des fonds small cap chez Dorval, je ne sais pas quel est l'état d'esprit. La problématique américaine est un petit peu différente quand même que la problématique européenne dans les small cap, dans le sens où les gisements sont très très différents. Il y a un tiers des entreprises du Russell qui sont non performantes aux États-Unis, qui perdent de l'argent, qui sont extrêmement endettées, etc. On a un gisement entre guillemets de qualité, de meilleure qualité, un petit peu plus quali en Europe. Les problématiques de mur de la dette ou de refinancement aux États-Unis peuvent encore peser un peu, peut-être un peu plus que ce qu'on a vu en Europe. Enfin, que ce qu'on verra. En Europe. C'est pas la même qualité de cote. C'est une cote différente. Il y a des boîtes de grande qualité dans ce gisement-là. Mais disons que quand on prend le gisement en agrégé, en tout cas, c'est des cotes qui sont un petit peu différentes. Et je pense que la désaffection des small mid-cap américaines ces dernières années est beaucoup liée à ça. C'est-à-dire au fait que quand s'est dégonflée la bulle en fait, des ARC Innovation et autres, il y avait énormément d'entreprises qui faisaient partie effectivement du Russell 2000. Donc c'est une cote un peu différente. Si je peux me permettre une remarque, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Moi, j'ai tendance à observer l'univers des small et des mid aux États-Unis par les indices Standard & Poor's, mid-cap ou small cap, mais pas le Russell 2000. Parce qu'il y a trop de sociétés, et dans la technologie en particulier, qui non rentables. Tu n'as pas une bonne lecture de l'univers small. Oui, c'est difficile de... Truc dur qu'on m'a dit quand même là, dans l'émission ces derniers jours, c'est... après plusieurs années de déprime des petites et moyennes capitalisations boursières, non seulement les vrais concurrents aujourd'hui c'est le private equity, mais beaucoup me disent les vraies bonnes boîtes récentes de taille petite ou intermédiaire, elles sont dans le private equity aujourd'hui. Elles sont plus dans la cote boursière telle qu'on la connaît. D'ailleurs, il n'y a plus de renouvellement de la cote. Il y a un phénomène d'attrition depuis très longtemps, au point même que certains gros groupes de capital investissement, c'est EQT le nordique, qui dit moi pour mes exits, en fait, le marché boursier dysfonctionne. Le marché des small caps, non. Donc, on va faire des marchés à côté parce que le marché boursier qui nous permettait de sortir prend plus les dossiers qu'on a aujourd'hui. Oui, alors peut-être c'est parce qu'ils en entendent des valorisations qui sont sans doute très même. Très je pense qu'en creux, c'est exactement ce qu'ils disent. À leurs clients, mais bon, je ne voilà. Non, mais en creux, ils disent c'est parce que. Bon, bref. Je oui, bon, d'accord. Non, mais c'est. bon, en tout cas, on verra pour les small caps l'année prochaine. Dans les options ou les optionnalités qu'on peut avoir en portefeuille, est-ce qu'il faut dire un mot des émergents ? Je sais pas. C'est un sujet dont on débat souvent. C'est alors. Les taux moins tendus, un dollar qui se déprécie en relatif, un certain nombre de pays qui ont des conditions qui sont aussi aujourd'hui beaucoup plus saines qu'ils ont pu être dans le passé. Donc on pense plutôt à l'ASEAN, plutôt à l'Asie du Nord, un peu de l'ATAM. Il y a toujours, on ne peut plus considérer les émergents en agrégé. Il y a le problème chinois qui reste vraiment en plein milieu. C'est l'éléphant au milieu du couloir. On n'est pas au bout des problématiques de tension entre les États-Unis et la Chine, que ce soit Biden ou que ce soit Trump. On n'est pas au bout de ça. La Chine traverse une crise immobilière sans précédent.
On a des exemples ailleurs qui montrent bien ça dure longtemps. que ça dure longtemps, Ouais. qu'il faut le digérer. Alors là, on aura, effectivement, il y a un petit peu d'actualité. On va avoir probablement, la date n'est pas arrêtée, mais on va avoir la date du comité économique qui se tient toujours au mois de décembre, où il est probable qu'il y ait des mesures qui soient annoncées un petit peu plus concrètes et un petit peu plus fermes pour soutenir et pour faire digérer la pilule immobilière. Mais bon, de toute manière, la trajectoire chinoise maintenant est une trajectoire un petit peu différente de ce qu'elle a été dans le passé. Du point de vue de l'investibilité, ça reste toujours un sujet. C'est-à-dire que La Chine. La Chine Ouais, reste toujours un sujet. Ça, Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir envie de faire dans les émergents, l'Asie du Nord, hein, bien entendu, le bottom des le point bas des semi-conducteurs, ça donne envie d'aller réexplorer la Corée, Taïwan, bien que Taïwan soit aussi un petit peu délicat, mais enfin bon. 13 janvier. Voilà. Ça donne envie de retourner vers les pays d'ASEAN. On parlait hors antenne de l'Indonésie, mais c'est vrai que c'est un des pays qui avait une aura de fragilité, puisque un pourcentage important de sa dette détenue hors du pays, donc une sensibilité forte aux devises, et qui a su tenir sa politique monétaire très ferme sur toute la période et qui va bénéficier de l'affaiblissement du dollar, donc il va pouvoir aussi adapter sa politique monétaire. Et puis les pays du LATAM, notamment le Brésil, qui là a commencé sa détente de politique monétaire. Donc il y a des choses vraiment à faire dans les émergentes, mais pas de façon agrégée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a un peu du cas par cas. Voilà, du cas par cas. Il y a des économies à réexplorer qui peuvent être vraiment intéressantes. Bon, on s'arrêtera là pour ce tour d'horizon, effectivement, des marchés en 2024. On va déjà vivre cette semaine importante sur le plan des décisions de Banque centrale. Vous avez la séquence en tête. Et puis, 2024, les jeux sont désormais ouverts. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier, Dorval Asset Management, Régis Béguet, Lazare Frères Gestion et Thierry Guil, Raymond James France.